Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo qui, en deux parties, va s'intéresser à l'histoire du livre, des premières traces d'écriture à la révolution numérique du XXIe siècle. Nous allons le voir, les formats, supports et modes de production ont immensément évolué au fil du temps, ce qu'ont pu montrer les historiographes du livre dans leurs études, selon le contexte économique, politique, social et culturel. Aujourd'hui, c'est la partie pré-imprimerie qui va nous intéresser. Des premiers supports d'écriture qui révèlent une forme bien différente de ce que nous connaissons du livre aujourd'hui, au Moyen-Âge, qui voit, grâce aux moines copistes, l'apparition du livre relié. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons cette chronologie en abordant l'événement capital dans l'histoire du livre qu'est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et nous terminerons en nous intéressant à l'évolution moderne du livre, partant du XVIIIe siècle pour arriver au livre numérique de nos jours. Mais avant de commencer cette capsule, il est important de se poser la question. Qu'appelle-t-on un livre ? Tout d'abord, impossible de parler livre s'il n'y a pas écriture. Un livre est en effet un document écrit qui constitue une unité, ce dont témoigne son titre fédérateur. Sa forme varie selon les époques, mais il se présente le plus souvent comme un objet reliant des pages entre elles, révélateur d'une organisation linéaire et donc d'un sens de lecture. En 1964, l'UNESCO proposait la définition suivante. Un livre est une publication non périodique, imprimée, comptant au moins 49 pages de couverture non comprises, éditée dans le pays et offerte au public. On exclura donc les transmissions orales, pourtant si importantes pendant des siècles, pour perpétuer légendes, rites et savoirs. Le but du livre est double et implique toujours un lecteur. Il s'agit de diffuser un contenu, quel qu'il soit, et de le conserver pour les générations futures. C'est bien cette double définition que retient l'Académie française. Pour elle, le livre est, je cite, une réunion de feuilles dont le but est d'être lu et de consigner un discours pour le préserver du temps. Comme nous avons pu le dire, le livre est indissociable de l'écriture. Et c'est pour cette raison qu'il apparaît lors du passage de la préhistoire à l'histoire. Il semble que l'écriture soit apparue entre le 9e et le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Il s'agissait d'abord d'images, qui sont ensuite devenues des pictogrammes, permettant d'exprimer un discours par association d'images, avant que n'interviennent les idéogrammes, expression d'idées plus abstraites, et enfin les signes phonétiques, qui reproduisent les sons du langage oral. Les premières formes d'expression écrite que nous possédons ont été retrouvées sur des supports de pierre, et notamment des stèles en Extrême-Orient. Mais c'est surtout par le biais de tablettes d'argile que nous avons pu avoir accès aux premiers témoignages d'une écriture construite et linéaire. En Mésopotamie, l'écriture cunéiforme des Assyriens et des Sumériens était imprimée grâce à un calame, c'est-à-dire une tige de roseau taillée en pointe qui permettait d'écrire dans l'argile encore molle avant que celle-ci ne soit cuite. En découle la première bibliothèque connue de nos jours, la bibliothèque d'Assurbanipal des rois d'Assyrie. À Ninive, l'actuel Irak, les archéologues ont recensé pas moins de 25 000 tablettes datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. La Chine est loin d'être en reste dans les origines du livre, même si peu de traces ont résisté au temps. Il semble que, dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ, les peuples écrivaient sur de la soie grâce à des pinceaux, mais également sur du bronze ou de la poterie, ou encore sur des supports plus atypiques, comme des os ou des écailles de tortue. Rapidement, les tablettes, trop imposantes et difficiles à transporter, sont remplacées vers 3000 avant Jésus-Christ par ce que l'on appelle des volumina, volumen au singulier, c'est-à-dire des rouleaux de papyrus. La pratique naît en Égypte, la tige du papyrus devient support sur lequel on écrit grâce à un calame ou à des plumes d'oiseaux. On parle ici d'écriture hiératique, ce que vous pouvez voir à gauche. Forme simplifiée de l'écriture hiéroglyphique, qui est elle plutôt gravée ou peinte, comme vous pouvez le voir à droite. Les papyrus écrits en écriture hiératique sont ensuite assemblés en rouleaux par un procédé de colle. Certains de ces livres pouvaient atteindre 40 mètres de long, comme la chronique du règne de Ramsès III. Le texte est rédigé en colonnes parallèles
et le lecteur doit dérouler le document vers la droite pour poursuivre sa lecture. Pour vous donner une idée de ce à quoi cela pouvait ressembler, pensez au rouleau de la Torah dans les synagogues. C'est également l'époque des premiers titres, indiqués par une étiquette sur le cylindre protecteur. La plupart des textes égyptiens que nous connaissons ont été retrouvés dans des tombeaux et concernent autant des chroniques politiques que des textes sacrés. Nous allons le voir, le papyrus restera le support privilégié durant l'Antiquité, avant d'être supplanté par le parchemin. Il semble que l'on doive l'invention du parchemin à Eumène II, roi de Pergame, d'où le nom Pergamineum qui a donné parchemin. Produit dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ à partir de peau animale, il offre deux avantages par rapport au papyrus. Il est plus solide, donc permet une meilleure conservation, et il permet la réalisation de palimpsestes. Le palimpseste, c'est un procédé par lequel on efface un texte pour en écrire un nouveau par-dessus. Et ce sont des éléments importants quand on connaît la rareté et le temps de fabrication du papyrus. Avançons dans le temps et arrivons maintenant à l'Antiquité gréco-romaine. En Grèce et à Rome, on a pu constater la perpétuation des tablettes, cette fois en bois enduit de cire, qui ont l'avantage de permettre d'effacer les caractères, ce qui est particulièrement utile dans le cadre de la comptabilité ou de l'enseignement. Mais le support privilégié reste encore les volumina de papyrus, avec un texte enroulé autour de deux axes verticaux en bois. Certains vases grecs représentent justement des volumina, exprimant l'importance que prend le livre au cours de la période hellénistique. La naissance du livre n'est pas indissociable du contexte politique et religieux. D'abord et avant tout parce qu'il est réservé à une élite, mais également parce qu'il est souvent commandité par le pouvoir politique, comme à l'époque d'Auguste. En conséquence, certains livres proscrits sont censurés, comme ceux de Protagoras, brûlés car le penseur présocratique niait la certitude que les dieux puissent exister nécessairement. Autre exemple, en 303, l'empereur Dioclétien ordonne l'autodafé des livres chrétiens. C'est également la naissance des grandes bibliothèques qui, sous couvert de prestige politique, portent une ambition encyclopédique. Il s'agit de conserver le maximum d'ouvrages, tout territoire confondu. Pour ce faire, elles disposent d'ateliers de copistes qui, outre le travail de copie, participent à la traduction des ouvrages, à leur critique littéraire ou encore à la constitution de catalogues. L'exemple le plus marquant est la bibliothèque d'Alexandrie, créée en moins 288 par Ptolémée Ier, un ancien général d'Alexandre le Grand, et constituée par Démétrios de Phalère. Elle aurait contenu près de 700 000 volumina à l'époque romaine, mais l'on estime aujourd'hui que tellement ont été perdus, notamment lors de l'incendie de -48, qu'on connaît moins de 6% des auteurs dont les livres y étaient conservés. À Rome, l'édition du livre se développe véritablement au 1er siècle avant Jésus-Christ, avant de s'étendre à tout l'Empire. À Lugdunum, par exemple, l'actuel Lyon, fleurissent des librairies qui participent à l'expansion de l'hégémonie de la langue latine. De nombreuses bibliothèques sont créées. En 377, par exemple, à Rome, on compte pas moins de 28 bibliothèques, souvent créées à l'initiative de particuliers. On se permettra, avant d'avancer dans notre chronologie, de faire un détour par la Chine où les premières traces d'une forme de papier datent du 2e siècle avant Jésus-Christ. Cette invention reviendrait à Cailun, haut fonctionnaire à la cour impériale des Han. Des feuilles faites en fibre de lin, datées d'entre -146 et -87, ont ainsi été retrouvées dans des tombes, ce qui pourrait être l'une des plus anciennes formes de papier de l'histoire. Les débuts du Moyen-Âge voient l'arrivée d'un problème majeur dans la production de livres, à savoir l'approvisionnement en papyrus. Il faut en effet avoir en tête que le papyrus doit nécessairement être exporté en raison du climat, ce qui est mis à mal par la chute des empires. C'est la raison majeure qui explique que le parchemin médiéval vienne définitivement supplanter le papyrus antique. Cette transition s'effectue progressivement entre le début du Moyen-Âge et le milieu du XIe siècle où il s'impose totalement. Le parchemin se verra remplacé par le papier au XIVe siècle, moins cher et surtout moins long à produire. En provenance de Chine et connu grâce à la culture arabe depuis le 8e siècle, il est utilisé pour les productions communes, là où le parchemin est toujours utilisé pour les éditions luxueuses, notamment religieuses. L'un des événements majeurs dans l'histoire du livre au Moyen-Âge
est l'apparition du codex, une forme qui se rapproche très fortement de notre livre actuel et qui remplace le volumen à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire entre le 2e et le 4e siècle. Il s'agit de cahiers constitués par le pliage de feuilles de parchemin, de papyrus ou de papier, confectionnés de sorte à correspondre à l'une des 3 dimensions principales en usage. L'infolio, donc c'est un pli, l'inquarto, 2 plis, et l'inoctavo, 3 plis. On est ici bien loin du rouleau jusque-là plébiscité. Désormais, le lecteur a devant lui un ensemble de feuillets reliés au dos. Le codex évoluera au fil des siècles, mettant en place la séparation des mots, l'emploi de ponctuation, l'usage de majuscules, voire ajoutant une table des matières, un index ou une pagination. Les monastères prennent une place essentielle au Moyen-Âge, se faisant centre de conservation de textes chrétiens avant tout, mais également pour partie de ceux issus de l'Antiquité. Mais ils sont surtout les lieux de copie des manuscrits. Le scriptorium, au pluriel scriptoria, est l'emplacement dans le monastère où travaillent les moines copistes. Le travail est fastidieux et rend compte d'un long procédé de fabrication. Le scribe commence par délimiter à la mine de plomb les marges, colonnes, lignes et espaces pour les enluminures et illustrations, avant de procéder à la copie du texte. L'enlumineur prend le relais en s'occupant de la décoration. C'est le relieur qui termine le travail en cousant les cahiers ensemble pour créer le codex tel qu'il pourra être lu, transmis et diffusé. On notera que les nombreuses copies que nous avons des textes médiévaux témoignent des changements peuvent s'opérer d'un manuscrit à l'autre, coquilles, ajouts ou encore modification du vocabulaire. Grâce à ce travail de copie, les manuscrits peuvent circuler d'un monastère à l'autre, permettant aux moines d'avoir accès à des textes qu'ils n'auraient pu connaître autrement. C'est avant tout la Bible qui est au centre des préoccupations, largement recopiée dans les scriptoria et enrichie d'enluminures. Pour ces moines, la copie de manuscrits est une véritable pratique au service de Dieu. Avançons de plusieurs siècles pour arriver à la fin du Moyen-Âge. Au XIIe siècle, la mutation des villes en Europe provoque une diffusion massive des œuvres dans l'espace urbain. On y voit naître des ateliers de copistes qui mettent fin au monopole des abbayes et des monastères, ce qui correspond à ce que les historiens appellent la période laïque. Ce ne sont désormais plus seulement des ouvrages religieux qui sont copiés, et, selon Albert Labarre, les abbayes cessent d'être les seuls centres de vie intellectuelle. Avec le développement des villes naissent les premières universités, en forte demande de livres pour la transmission du savoir auprès de leurs étudiants. Les lieux de diffusion prennent de plus en plus d'importance, les librairies notamment deviennent des lieux très respectés. Des bibliothèques sont également créées, comme la librairie royale de Charles V, mais également des collections privées appartenant à des aristocrates ou des bourgeois, en partie au XIVe et XVe siècle. Là où jusqu'ici c'était le seul latin, langue savante et religieuse, qui était recopié, un changement s'opère entre le XIe et le XIVe siècle. Les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues que l'on parle dans la vie de tous les jours, font leur apparition dans la production livresque, conduisant à une augmentation de l'offre et de la demande. Si l'on recense bon nombre de traductions de textes latins, cette mutation linguistique permet l'apparition de nouveaux genres, comme la poésie lyrique ou la chanson de geste. Ces livres, produits avant l'invention de l'imprimerie, sont appelés incunables. Surtout, cela permet la naissance de l'une des plus grandes formes de la littérature écrite, le roman. Le terme fait référence à la langue vernaculaire romane. Très vite, tout texte écrit dans cette langue est appelé roman, d'où l'expression médiévale « mettre en roman ». La littérature courtoise s'y développe abondamment. Elle met en avant un idéal chevaleresque qui va de pair avec un amour honnête et serviable, souvent inaccessible, qu'on appelle l'amour courtois. Jean Baudel, poète de la fin du XIIe siècle, distingue dans sa chanson des Scènes les 3 grands pans de la littérature courtoise. La matière de France, la matière de Rome et la matière de Bretagne, cette dernière plus connue aujourd'hui car centrée sur le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Il écrit ainsi « Ces 3 matières ne se ressemblent pas. Les contes de Bretagne sont tellement irréels et séduisants, tandis que ceux de Rome sont savants et chargés de signification, et que ceux de France voient chaque jour leur authenticité confirmée. » On a pu le voir avec ce parcours chronologique, l'histoire du livre est incroyablement riche,
et témoigne du fait que les rapports entre l'homme et le livre écrivent l'histoire de l'humanité, tant le livre est omniprésent dans nos vies, quelle qu'en soit la forme. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons cette traversée chronologique, en commençant par cette révolution majeure dans l'histoire du livre, qu'est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg entre 1450 et 1454. Alors, soyez au rendez-vous. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous avez apprécié plonger avec moi dans les débuts de l'histoire du livre, des premières traces d'écriture au livre relié du Moyen-Âge. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite et à partager la vidéo autour de vous. Je vous dis donc à très vite pour poursuivre ensemble cette aventure dans la prochaine capsule, et en attendant, prenez soin de vous.